Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 27 que j'enregistre le jeudi 13 décembre 2018 et que vous pourrez regarder quand ma connexion YouTube voudront bien l'avoir mis en ligne, mais je pense d'ici ce week-end, ça sera bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre fantastique, tout simplement. Je vais vous parler aussi de mon calendrier d'avant et un petit peu de mon planning d'atelier et stage pour le printemps 2019. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annette Pétavy. Vous trouverez ailleurs que sur YouTube, sur mon site qui s'appelle aussi annettepétavy.com. Je suis Annette Pétavy sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry, même si je ne passe pas du tout assez de temps sur Ravelry. Et vous trouvez des liens vers tout ça sous la vidéo et aussi un lien qui vous permet de vous abonner à mon bulletin d'information mensuel qui sort donc tous les mois, très étonnant pour un bulletin mensuel. Et vous avez de mes nouvelles et également, en général, sauf au mois de décembre, un tuto de crochet parce que je fais beaucoup de tricot, mais je fais énormément de crochet. Même si aujourd'hui, on va pas en voir beaucoup. Donc tout d'abord, aujourd'hui c'est le 13 décembre et c'est donc le jour de la Sainte-Lucie. C'est aussi l'anniversaire de ma copine Françoise. Joyeux anniversaire Françoise. Mais donc c'est un de ces assez rares jours dans l'année où je suis encore, après 30 ans de vie en France, un peu saisie de nostalgie de mon pays d'origine, qui est la Suède, parce que la Sainte-Lucie est une fête importante en Suède. En Suède, les fêtes importantes sont en général liées à la lumière, soit à sa présence, donc pour la fête de la Saint-Jean qui se tient tout proche du solstice d'été, soit pour son absence, comme autour de Noël et donc le solstice d'hiver, où les journées sont très courtes, les nuits sont très longues et dans l'extrême nord de la Suède, le soleil ne se lève pas du tout. Et la Sainte Lucie, donc Lucie, c'est la reine de lumière dans la mythologie suédoise. Donc, bon, c'est un saint catholique. Les Suédois sont protestants depuis 1521, quelque chose comme ça. Mais, mais le jour de la Sainte Lucie reste très important. Donc, la Sainte Lucie est en principe une fille toute vêtue de blanc, avec une couronne de bougies dans ses cheveux. Et elle vient avec ses filles et garçons d'honneur qui sont aussi habillés en blanc. Elle vous apporte la lumière, elle vous apporte la musique avec des chants traditionnels qui sont très chers à mon cœur et qui me manquent beaucoup aujourd'hui. Elle vous apporte aussi du café ou du thé, des petits gâteaux à la cannelle et des brioches au safran et au raisin sec. Donc bon, là, au moins pour les brioches, la pâte est en train de lever dans la cuisine derrière l'ordinateur que j'utilise pour enregistrer le podcast. Donc voilà, au moins là, j'aurais fait quelque chose de juste. Mais c'est vrai que tout ça, ça se passe en principe très tôt le matin. Dans les écoles, dans les entreprises, dans les églises, même si ce n'est pas vraiment une fête religieuse. Euh, Éventuellement dans des salles de fête, dans des maisons de retraite, c'est sûr, dans les hôpitaux aussi. En fait, dans tout lieu où on se retrouve pour étudier ou travailler ou vivre. Donc très tôt le matin, toutes les lumières sont éteintes, il fait noir dehors et Sainte Lucie arrive avec ses bougies, ses chants et ses petites brioches au safran. Bon voilà, c'est une ambiance un peu particulière
qui me manque un peu aujourd'hui et qui n'est pas possible d'avoir ici. Donc bon, voilà, c'est pour ça que même dans notre période de globalisation, chaque pays a ses particularités. Donc, journée un peu particulière pour les Suédois aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous parler des Suédois, mais je veux un petit peu vous parler d'estonien aujourd'hui. Parce que le livre que je voulais vous montrer, et donc que je viens d'ajouter dans ma boutique, est celui-ci. Donc c'est un livre en anglais, hein, tout le texte est en anglais, il n'y a pas de traduction. Il y aura un petit lexique de symboles. J'ai mis ça en ligne hier soir, donc j'ai pas eu le temps encore de mettre à jour le lexique de symboles que j'avais déjà préparé pour celui-ci, donc qui est le premier livre de la série. Donc ça s'appelle Estonian Knitting 2, donc Tricot estonien 2. Et le sous-titre est Socks and Stockings. C'est donc des chaussettes basses et des chaussettes hautes. Donc, c'est un livre de 300 pages et plus de 2 kilos sur les chaussettes. Et il est passionnant. Il est passionnant si vous tricotez des chaussettes, évidemment, mais il est passionnant si vous vous intéressez à l'histoire du tricot et à ses expressions différentes en différents pays, et il est super intéressant si vous vous intéressez aux points, qu'ils soient de dentelle ou de jacquard. Et bon, voilà. Donc c'est un gros bouquin, vraiment plus de 2 kilos. Il est vraiment lourd. Je reviendrai un petit peu sur les frais d'envoi pour ce livre. Et il est hyper riche. Donc, la démarche de cette série de livres sur les tricots estoniens, c'est bien de se baser sur l'histoire. Donc, le premier livre, donc il me reste un exemplaire. Attention, le retour caméra, c'est un peu compliqué. Celui-ci, c'est un livre général sur l'histoire du tricot en Estonie, mais qui comprend aussi une grosse partie technique, parce que c'est ça la particularité de ces livres. C'est à la fois des livres d'histoire, mais des livres de tricot pratique en fait, avec des instructions techniques, des conseils sur les fils, des modèles et des grilles pour tout expliquer. Donc, au début de ce livre, allez, on va voir si j'arrive à vous montrer à peu près correctement. Donc, vous avez toute une partie sur la technique. Donc, comment tricoter une chaussette. Ici, c'est les pages sur comment monter ses mailles, les différents types de montage qui sont utilisés et qui donc ont été utilisés traditionnellement en Estonie, mais que vous pouvez bien sûr utiliser toujours pour vos chaussettes. Vous avez donc, dans cette partie technique, on vous explique comment créer un sorte de patron pour faire des chaussettes hautes ou basses. Donc, parce que les chaussettes hautes qui sont en grande partie du livre, c'est des chaussettes qui montent jusqu'en dessous du genou. Mais bon, tout est bien sûr adaptable à la hauteur que vous voulez. Mais c'est vrai que quand vous avez toute la partie de la jambe entre le pied et le genou pour faire des dessins, vous arrivez à faire des chaussettes absolument impressionnantes. Donc, entre autres, si vous tricotez des chaussettes, donc là, c'est des chaussettes tricotées de façon classique, donc de haut vers le bas. Vous commencez en montant vos mailles au-dessus des côtes, en haut de la jambe, et vous terminez avec la pointe du pied. Donc, si vous préférez faire vos chaussettes dans l'autre sens, c'est bien sûr adaptable aussi, mais c'est vous qui les faites. Et donc, les talons, notamment. Donc, si vous savez tricoter des chaussettes, vous avez 2 points techniques, je dirais. Le talon et la pointe. Ici, donc, les talons, il y a une douzaine de talons différents qui ont été répertoriés, qui sont expliqués en détail, avec des variations, avec des grilles ou des diagrammes quand il faut, avec, donc là, avec leur origine aussi. Donc là, vous voyez ici, hop,
là, vous avez une petite carte de l'Estonie. Allez, j'essaie de vous la montrer. Avec des petits points. Donc ça, le découpage, si j'ai bien compris, l'Estonie, le découpage géographique historique comme ça se fait en paroisses. Donc, ce sont les paroisses, les petits points, c'est les endroits où on a trouvé ce talent spécifique avec des diminutions au niveau du dessous du pied. Donc, bon, quand on est un peu geek technique comme ça de tricot, je suis dans ce cas-là, c'est totalement passionnant, quoi. Puis, on a super envie de commencer à tricoter des chaussettes tout de suite et tester tout ça. Parce que, comme vous le savez, les talons et les pointes des chaussettes, ça fait beaucoup pour le confort et comment la chaussette s'adapte à votre pied. Et là, il y a juste des idées absolument passionnantes et qui sont certainement bonnes, parce que si elles ont été utilisées, c'est que ça fonctionne. Et donc, après, vous avez la plus grosse partie du livre qui parle donc des modèles. Donc, ce sont des modèles qui sont basés sur des chaussettes anciennes qui ont été trouvées. Donc là, c'est un modèle qui a été tricoté en 1912, si je ne me trompe pas. Donc, hop, ici, hop, là, il est vraiment lourd. Vous avez la chaussette qui a été trouvée, répertoriée, qui est aujourd'hui dans un musée. Ici, vous avez sur la photo en couleur, vous avez les nouvelles chaussettes qui ont été tricotées d'après cet ancien modèle. Et bien sûr, ici, donc au-dessus de la chaussette historique, vous avez les explications qui se referment donc à des différentes pages pour les talons, etc. Et vous avez la grille des points. Ici, c'est un point dentelle, mais vous avez toutes sortes de chaussettes ici. Vous avez donc des chaussettes toutes simples, qui sont aussi expliquées. Vous avez des chaussettes avec des points de dentelle. Vous avez des chaussettes avec des mailles torse. Pardon, je ne trouvais pas mon mot. Donc, qui crée des dessins. Bien sûr, un mix dentelle, maille torse. Et vous avez des chaussettes en jacquard qui sont sublimes. Donc là, c'est un exemple. C'est une chaussette historique. Donc la photo montre en fait, pour une fois là, la chaussette historique. Ici, vous avez les grilles. Donc là, ce sont des chaussettes extrêmement colorées qui viennent de l'île Mourou, qui avait fait l'objet d'un livre complet tant ces vêtements et accessoires tricotés, crochetés, brodés classiques sont pleins de couleurs. Voici, vous avez plusieurs pages, donc là c'est juste des exemples, avec des motifs de jacquard de l'île de Mourou. Donc en rose, orange, des couleurs éclatantes, c'est absolument fantastique. Donc le livre sur l'héritage textile de l'île de Mourou n'est plus disponible. Si j'ai bien compris, même si on ne l'a pas dit explicitement, on m'avait demandé si je pensais que, enfin ils avaient demandé à tous leurs vendeurs de livres si on pensait que la clientèle serait intéressée par un retirage partiel du livre, et je pense que c'est un livre qui coûtait très très cher à produire, et que s'étant lancé dans cette magnifique série sur l'histoire du tricot en Estonie, ne peuvent pas se permettre de l'imprimer actuellement. Ces livres viennent d'une petite maison d'édition en Estonie, et leurs moyens sont limités, mais ils font des ouvrages absolument sublimes. Donc, je voulais vous montrer aussi ces grilles-là. Donc là, vous avez en couleur une grille jacquard classique, mais les grilles en noir et blanc
sont des grilles d'une technique absolument particulière. Je crois que c'est spécifique à l'Estonie, je ne sais pas pour les autres États baltes. C'est excusez la prononciation, le rosimini. Rosimini, je ne sais pas, je sais le prononcer avec un vague accent finlandais, mais c'est pas du tout ça non plus. Donc en fait, c'est une technique où en fait vous faites courir les fils du dessin. Vous les tricotez pas, mais vous le faites courir sur l'endroit du travail. Donc, et on obtient des choses très intéressantes. Je vais vous montrer les chaussettes. Ça, c'est des chaussettes pour hommes. Et donc, les dessins en blanc sur noir sont faits comme ça. Et le jacquard en rouge et beige ou gris, c'est du jacquard classique. Donc, il y a plein de petits détails techniques comme ça, très intéressants. Et vous avez bien sûr aussi des chaussettes basses. Donc, je vous montre juste un exemplaire et un exemple. Donc, ces chaussettes avec un petit point maille torse, simple, mais très joli. Voilà. Donc, bon, je ne vous montre pas tout. Il y a 300 pages et c'est lourd. Donc c'est un livre absolument magnifique. Et je ne peux que vous le recommander. J'ai essayé aussi sur le site, même si bon, la période, l'année ne se prête pas quand même pour faire des très jolies photos. J'essaierai peut-être d'en refaire parce que bon, là, la lumière n'est pas tip top, mais je mets pas mal de photos, de pages du livre sur le site pour que vous puissiez vous faire une idée et aussi de la table de matière pour que vous puissiez voir comment les pages sont distribuées et ce qu'ils contiennent. Donc le Rosimini, ça s'appelle Inlay dans la traduction anglaise. Donc c'est un livre lourd, donc il me coûte très cher à envoyer parce qu'en plus pour l'envoi qui est plus courant sur mon site qui est par la poste en Colissimo, quand on dépasse les 2 kilos, on rentre dans une tranche qui va jusqu'à 5 kilos. Donc, il y a des options à choisir sur la page du livre, suivant la destination. Donc, France, Union européenne et Suisse, DOM-TOM, reste du monde. Il faut savoir, donc, il y a le prix de base du livre, c'est 62,50 €. Donc, si vous me voyez sur un salon, vous venez prendre un cours avec moi et vous voulez l'acheter, c'est ce prix-là que j'applique. Sur la page, sur le site, j'ai dû calculer donc la différence entre ce que ça me coûte réellement, uniquement en frais de port, hein, je ne parle pas des cartons, etc. Mais uniquement en frais de port, ce que ça me coûte de vous l'envoyer. J'ai déduit les 5,10 € qui sont la participation forfaitaire aux frais de port sur mon site et j'ai donc imputé la différence de prix du coût de transport sur le prix du livre. Il faut savoir, et je pense que je vais faire un petit article sur le blog à ce sujet parce que c'est un peu complexe, il faut savoir que par exemple, si envoyer quelque chose de lourd avec un autre transporteur comme le Mondial Relais qui est disponible sur mon site pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Si c'est quelque chose de léger, c'est à peu près le même prix, hein, vraiment à quelques centimes près, c'est pareil. Mais pour quelque chose de lourd comme ça, la différence se creuse et ça coûte nettement moins cher d'envoyer ça en Mondial Relais qu'en Colissimo. Donc pour le moment, je n'ai pas la possibilité, enfin je ne sais pas faire pour programmer le prix du transport sur le site en fonction du transporteur et en fonction donc du produit, parce que ça ne concerne que les livres lourds. Donc j'ai appliqué comme si c'était un Colissimo, en me disant que c'est beaucoup mieux si vous choisissez Mondial Relais, que je vous rembourse la différence. Et la différence, ça va être pour
Pour ce livre, pour la France, je pense, si je ne me trompe pas, euh, je vous rembourse dans l'ordre de 6-7 euros. Ne me prenez pas un mot parce qu'il faut que je vérifie et je vais faire un article de blog et je pense même une page sur cette histoire de frais de port. Comme je ne peux pas être super claire là-dessus sur le site, parce que donc le prix qui s'affiche, c'est pour un Colissimo. Sachez qu'en Mondial Relais, en général, vous vous en sortez pour moins cher. Il faut savoir qu'en général, ça veut dire aussi que probablement vous devrez attendre votre livre un peu plus longtemps, parce que la poste est plus rapide que Mondial Relais. Il y a moins de problèmes d'aiguillage et c'est dans mon expérience, je sais qu'il y a des endroits où la poste fonctionne plus ou moins bien, mais dans mon expérience, c'est plus rapide que les envois en relais colis. Donc, à vous de voir. Vous pouvez demander ça au Père Noël, même si vous ne l'avez pas pour Noël, mais normalement, vous devrez encore, si vous le commandez maintenant, le recevoir. Donc, je peux que vous le recommander chaudement. J'espère que je vous ai suffisamment bien expliqué le contenu. Donc, je répète, c'est un livre en anglais. Donc, pour en tirer vraiment tout l'intérêt, il faut savoir lire l'anglais. Si votre anglais est moyen, on va dire, n'ayez crainte, vous pouvez très très bien exploiter certaines parties du livre quand même, mais vraiment pour le plein potentiel, si vous lisez l'anglais à peu près correctement, vous allez trouver une mine d'informations, d'idées, d'inspiration dans ce livre. Moi, je l'adore. Voilà. Je ne vais pas faire l'erreur que j'avais fait avec le Ocean. Ça, c'est mon exemplaire. Hein, mais j'en ai d'autres. D'accord. Celui-là, je le garde. Il est fantastique et j'ai déjà trouvé plein de choses que j'avais envie d'adapter, d'intégrer dans autre chose. Les chaussettes, c'est formidable, mais il n'y a pas que les chaussettes comme projet pour lesquels on peut trouver de l'inspiration là-dedans. Voilà, donc juste quelques petites choses d'autres. En ce moment se déroule mon calendrier d'Avent. Alors, c'est quoi mon calendrier d'Avent? C'est un calendrier d'Avent de crochet. Donc, c'est pour les amateurs ou amatrices de crochet. Pas besoin d'avoir un très très gros niveau, hein, parce que chaque année, j'ai des gens qui sont complètement débutants qui participent. Ça ne coûte rien et ça a la forme en fait de 4 mini-projets mystères qui sont publiés sur mon blog en pas à pas. Donc cette année, j'ai choisi un thème. L'année dernière, on avait fait des boules de Noël. En fait, on avait habillé des boules de Noël avec du fil, avec du crochet. Et cette année, j'ai choisi le thème des fleurs de l'hiver. Pour l'instant, on a terminé une fleur. Je ne peux pas vous la montrer, j'ai offert celle que j'avais et j'ai pas eu le temps d'en refaire une autre. Et pour la fleur en cours, qui est la fleur 2, qui touche un peu à sa fin, bon, le mystère doit rester entier, donc je ne vous montrerai rien. Donc, c'est en pas à pas. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez réaliser, vous savez ce que ça va être quelque chose qui ressemble à une fleur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez une petite étape sur le blog. Cette année, j'ai fait comme ça, j'ai fait 5 étapes et le samedi, on assemble. Donc moi, j'ai monté les fleurs dans des cercles qui sont des cercles d'attrape-rêve de différents diamètres. Excusez-moi. Hop, allez. Même quand on met sur silencieux, les alarmes sonnent. Ça veut dire que dans une demi-heure, il faut que j'aille chercher mon fils au lycée. Mais on aura le temps de terminer avant. Donc, moi, j'ai monté ça dans des petits cercles d'attrape-rêve. Vous trouvez les tailles que j'ai utilisées et aussi la grosseur du fil et du crochet parce qu'évidemment, il faut adapter la taille du cercle si vous choisissez de l'utiliser à la taille de votre fleur. Donc, en général, les fleurs sont un petit peu plus petites, donc on les tend en fait dans le cercle. Moi,
j'adore ça, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Toute l'idée derrière ce calendrier d'avant, c'est de faire quelque chose en préparatif des fêtes qui soit pas contraignant, parce que les étapes sont courtes, les projets sont petits, c'est des petits objets de déco hein, que vous pouvez mettre dans votre sapin, offrir, mettre sur une branche. Et vous pouvez utiliser vos restes de fil. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de pression à acheter, à faire des choses énormes, mais un petit projet comme ça, collectif, sympa, à l'approche des fêtes. Moi, ça me rappelle un peu ce que j'aimais en fait de cette période avant Noël quand j'étais petite. J'ai commencé assez tôt en fait de préparer les cadeaux moi-même pour les membres de ma famille. J'espère qu'ils étaient contents. C'était peut-être pas toujours super joli, super fonctionnel et tout, mais c'était fait avec le cœur. Et, euh, et ce que j'aime le plus de la période des fêtes, c'est l'esprit de partage. Donc, cette anticipation, ces petites choses simples à faire soi-même et le fait de le partager avec les autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez participer en suivant simplement sur le blog. Vous pouvez, si vous êtes sur Facebook, aussi vous joindre au groupe Facebook qui est créé pour l'occasion. Et je vais mettre des liens, bien sûr, sous la vidéo vers tout ça. Il y a des gens qui participent sur Instagram, c'est génial. Il faut juste savoir que pour que vous puissiez participer au tirage au sort qui a lieu à la fin du calendrier, il faut que je puisse récupérer votre photo. Et du coup, si vous la publiez sur Instagram, je ne peux pas la récupérer. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment faire. Et il faudrait juste me l'envoyer par mail si vous n'êtes pas sur Facebook, auquel cas vous publiez dans le groupe Facebook, ça va bien. Donc, si vous voulez maintenant commencer tout de suite là, maintenant, ou avec la fleur 3 qui va commencer à être publiée lundi, pas de problème. On n'est pas obligé de faire toutes les fleurs et on n'est même pas obligé de les faire en même temps que les autres parce que vous pouvez finir vos fleurs et m'envoyer ou publier la photo terminée jusqu'au 13 janvier. Cette année, j'ai démarré un peu tard parce que le premier de l'Avent était, bon voilà, le calendrier lui-même et mon agenda qui était un poil chargé ont fait que j'ai démarré le lundi après le premier dimanche de l'Avent, ce qui veut dire qu'on va finir aux alentours du 30 décembre en fait. Donc là, ça va être un peu à cheval sur Noël et on se termine juste avant le jour de l'an. Et du coup, après, vous avez 15 jours de plus pour crocheter des fleurs que vous n'avez pas eu le temps de faire ou voilà vous joindre à nous. Le 13 au minuit, heure de Paris, c'est fini. Après, je fais un tirage au sort. Il y a un petit prix un peu symbolique. Mais j'avoue que l'émulation collective et les encouragements vis-à-vis des autres et le fait de se mettre ensemble pour faire ça, pour moi, c'est le vrai sens de ce calendrier d'avant. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de participer. D'abord et ensuite, juste pour terminer, un petit point sur les ateliers et stages que j'organise pour le printemps 2019. Je vais publier, quand ce vlog sera en ligne, je l'aurai publié sur mon site, le planning des cours. Cours, ateliers, accompagnement de projet, vous appelez ça comme vous voulez, c'est se retrouver pour faire du tricot et du crochet et se faire plaisir. Donc il y a deux types d'ateliers. Les ateliers libres, il y en a 4 planifiés sur l'année prochaine. Donc vous trouvez ces dates, je vais les publier sur les réseaux sociaux, mais le point fixe, c'est la page que je crois s'appelle maintenant atelier au cours, mais je pense que c'est atelier et stage sur mon blog. Donc vous allez sur mon blog et vous avez dans le menu horizontal cette rubrique, vous allez dessus, il y a 4 dates, je crois qu'il y en a une qui est complète, mais pour les autres, il reste de la place. Et en plus, donc il y a des cours, donc ça c'est des ateliers libres. Oh, je saute le coq à l'âne.
Donc 4 ateliers libres, vous faites du tricot, vous faites du crochet, vous venez avec votre projet, je vous aide, on fait tout ça. Le 19 janvier, je fais un cours thématique sur le tricot en anglais, Knitting in English. C'est l'occasion où jamais, si vous êtes en région lyonnaise et que vous souhaitez dompter les patrons de tricot en anglais, d'apprendre à le faire. J'ai déjà fait un atelier comme ça il y a quelques mois. Les personnes sortaient de là. Après, maintenant, elles tricotent d'après des patrons en anglais. C'est pas juste une liste, c'est une méthode et ça fonctionne. Maintenant, c'est testé, je peux vous le dire, ça fonctionne. Petite parenthèse, le 2 février, c'est dans moins longtemps que ça en a l'air, journée porte ouverte chez moi, à Brinda, dans l'ouest lyonnais. Le 9 février, la semaine d'après, c'est un samedi, j'organise à Caluire, donc tout près de Lyon, parfaitement accessible en transport en commun, une journée crochet tunisien. C'est de l'initiation. Ça sera l'occasion pour vous de tester le crochet tunisien, d'utiliser des crochets sans être obligé de les acheter parce que j'apporterai les miens et vous pourrez vous en servir et tester pour voir si cette technique est quelque chose pour vous. On fera ou on commencera peut-être un ou deux mini-projets. On fera un petit peu d'échantillonnage pour se faire les mains, on fera des mini-projets, j'aurai des petits modèles pour vous à faire, très simples, mais juste pour tester cette technique. Et puis, si ça vous plaît, si vous avez envie d'aller plus loin, on pourra planifier ça par après. Et après, donc, bah voilà, après, il y a quelques salons, il y a les ateliers libres, et le 1er juin, c'est un samedi, samedi après-midi, à nouveau un cours chez moi, dans l'ouest lyonnais, sur le tricot continental, donc la méthode où vous mettez le fil à gauche. On m'a demandé des cours sur le point brioche. À ces personnes-là, je leur propose d'abord de faire le cours sur le tricot continental, parce que quand vous tenez votre fil à gauche, il se place de façon, à mon avis, idéale pour tricoter le point brioche. Voilà un petit point sur le planning pour le début de l'année 2019. Mais d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de vous retrouver avec des gens proches de vous, si vous en avez. Je vous souhaite dans tous les cas des moments paisibles pendant les fêtes, des moments de repos, de tranquillité et beaucoup de chocolat. C'est bien. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup, au revoir.